Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancienne première dame, Martine Moïse, continue de faire le tour des médias américains. Après le New York Times, c'est sur CNN que la veuve s'est encore confiée pour expliquer les circonstances dans lesquelles son mari a été assassiné. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse suit son cours. La justice haïtienne vient d'émettre de nouveaux mandats d'amener à l'encontre des pasteurs Gérald Bataille, Gérard Forge, des leaders politiques Paul Denis et Liné Balthazar et l'homme d'affaires Samir Andal pour leur implication présumée dans ce meurtre. Le Conseil électoral provisoire n'écarte pas la possibilité de reporter la date du prochain scrutin. L'annonce en a été faite par la présidente de l'institution, Guirlande Mesadieu. La liste des mandats émis à l'encontre de certains citoyens soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du président de la République s'allonge, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Claude Bedford. La juge Wendell Koch-Tello, les pasteurs Gérald Bataille et Gérard Forge, quelques membres du secteur privé, notamment Samir Andal, le leader du PHTK Liné Balthazar et Paul Denis de Infos, entre autres, sont sous le coup de mandat d'amener. C'est une enquête qui est en cours, certes, mais certains s'interrogent sur la façon dont les mandats sont décernés dans un contexte où l'appareil judiciaire est paralysé. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet dernier, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince n'a pas cessé d'adresser des invitations et de décerner des mandats à l'encontre de nombreuses personnalités issues de différents secteurs. Quelques jours après le crime, il a émis une première vague d'invitations. Les sénateurs Steven Benoît et Yuri Latortue, les hommes d'affaires Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, le chef de l'USGPN Dimitri Erard étaient visés. Puis, dans un souci d'accélérer l'enquête, le chef du parquet a décerné des interdictions de départ aux principaux responsables de la sécurité présidentielle. Le commissaire de police Léandre Pierre Haussmann, responsable de l'ESP, de l'inspecteur principal Amazan-Paul Eddy, responsable du CATIM, le commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil et Dimitri Erard de l'ESGPN. Des mandats d'amener ont été émis à l'encontre de l'ancien sénateur John Joël Joseph, de l'entrepreneur Rodolphe Jahar et d'un fonctionnaire révoqué de l'ULCC, Joseph Félix Batio. La juge Wendell Koch-Tello est venue allonger la liste la semaine passée. La PNH a perquisitionné son domicile sans rien trouver. Dans l'intervalle, une note compromettante portant sa signature circule sur les réseaux sociaux et pourrait prouver son implication dans le complot si le document s'avère authentique. Cette semaine, d'autres noms sont venus s'ajouter à la liste des suspects ou des personnes dont le témoignage peut être au capital. D'abord, le numéro 1 du PHTK, Liné Balthazar. Paraissant surpris, il a dit être à la disposition de la justice et a promis de répondre à toutes les questions qui lui seraient posées par les enquêteurs. Joint au téléphone, le commissaire du gouvernement a toutefois précisé que le mandat le concernant émanait de la direction de la police judiciaire. Également visés par des mandats d'amener, les pasteurs Gérald Bataille et Forge, l'ancien ministre de la Justice Paul Denis et Samir Andal. Aujourd'hui, on se demande qui seront les prochains. Le plus étonnant est sans doute l'extrême variété des profils, hommes politiques, religieux, entrepreneurs, juges, fonctionnaires révoqués. Un panel très hétéroclite et un assemblage qui peut paraître assez improbable au regard des observateurs avertis. Guy Trichoisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ancienne première dame Martine Moïse multiplie les interviews dans la presse américaine. Après le New York Times, c'est sur CNN que la veuve s'est confiée pour expliquer les circonstances dans lesquelles son mari a trouvé la mort. Je savais que mon mari avait des ennemis, mais je ne pensais pas qu'on le haïssait autant jusqu'à l'assassiner, a déclaré la veuve à la chaîne américaine.
It was around 1 a.m., she says, when the shooting started. It wasn't something small, it was the sounds of automatic weapons. They came to find something because I heard them saying, that's not it, there it is, which means they found what they were looking for. She says that person called someone and described what my husband looked like, saying he was tall, skinny, and black. Maybe the person on the phone confirmed to the shooter that was him, and they shot him on the floor. When you stood up and you saw that he was dead, did you say anything to him? In my heart, I said something I used to tell him when he was alive. We are married for better or worse, and even beyond the grave. I never thought that the level of hate ever existed in the country. You never thought this could happen? No. Because your husband did have a lot of enemies. Yes, he did. But I didn't know that they hated that much to kill him. Un report de la date du scrutin est envisagé. La présidente du Conseil électoral provisoire, Mme Guirlande Mesadieu, a confié que 2 semaines d'activité ont été perdues suite à l'assassinat du président de la République. Selon elle, les spécialistes doivent évaluer l'état d'avancement de la machine électorale afin de décider ou non d'un report. Pour l'instant, l'autorité électorale s'en tient à la date du 26 septembre pour la tenue du référendum et des élections. 119 structures politiques ont rempli les formalités en vue de la participation aux prochaines joutes. Madame Mesadieu a souligné que d'autres partis politiques dont les leaders ne disposent pas de cartes électorales sont placés sur liste d'attente. Ils devront obtenir leur carte pour intégrer le processus conformément à la loi. Elle donne l'assurance que tous les matériels nécessaires au scrutin sont déjà disponibles. Sur le plan sécuritaire, Mme Mesadieu a fait état de l'appui de la communauté internationale à la PNH. Moi-même, je suis capable de dire, 26 ans, il y a un grand problème qui gagne, c'est que nous avons déjà perdu environ 2 semaines par rapport avec l'assassinat président qui permettent que le calendrier nous ait un petit gens campé. Mais tout de même, nous suivons le calendrier à la lettre parce que c'est un calendrier qui était déjà très coincé par rapport à différentes activités que nous gagnons. Mais ça c'est certain que nous pas camper. Toute activité nous a continué. Si ça vient arriver pour nous ajuster date là, ça va arriver nous ajuster, mais ça pas avoir une grosse répercussion sur le calendrier réellement vrai parce que nous avons tenu compte de 2 semaines que nous perdions pour nous voir comment nous-mêmes nous capables d'ajuster. Mais pour le moment, nous focus vers 26 ans tout en essayant de compresser les calendriers que nous sommes en train de. Tout centre nous te gagné yo kembe et actuellement là on a fait évaluation au niveau sécuritaire que nous des partenaires internationaux là qui a ba nous support pour permettre que nous-mêmes nous mis à part de apport que la police nationale te ba permettre que nous identifier centre là mais nous avons 2 partenaires internationaux qui accompagnent la police nationale qui a essayé réévaluer pour permettre que si vous avez de l'autre suggestion, si vous avez de l'autre recommandation, que vous êtes capable de faire. Nous-mêmes, pour le moment, nous-mêmes, nous sommes déjà OK avec ce centre de vote. Le leader du parti Haïti en Action, Yuri Latortue, a fait un ensemble de recommandations à la police nationale. Selon l'ancien sénateur de l'Artibonite, la PNH doit entreprendre 10 actions pour ramener la sécurité dans le pays. Premièrement, il faut redéployer la police là. Parce que le mode de déploiement qui est fait là, c'est un déploiement administratif. Il faut un redéploiement opérationnel. Il faut la police réoccuper le commissariat, Matissan, Douya, Cité Soleil. La police n'est pas d'accord que dans le déploiement de commissariat, il et puis il est d'accord que le commissariat il aurait été. Et puis, il faut que vous repositionnez unité spéciale sur la route principale. Parce que je dis à n'importe qui est-ce qui voyage dans le pays, il y a sauter. Même si vous n'avez rien écrivé, mais vous n'avez peur. Parce que vous connaissez pas en sécurité. Il faut que je dis à unité spécialisée qui gagne, soit team, SIMO,
que une formation intensive que yo, même si pour 15 jours, il y a déjà des formations pour vous remettre dans le bain et on fait des opérations spéciales. Quatrièmement, il faut une diminution de policiers qui ont détachement. Nous avons détaché presque tout policier, chaque autorité qui a 5-6 personnes. Quand il y a détaché des gens pour des leaders politiques, si on commence à détacher pour les leaders politiques, tout policier a dehors, oui. Alors que les policiers, mission principale, c'est protéger le peuple là. Il faut nous diminuer le nombre de policiers. Et puis, policiers, au lieu d'une unité spécialisée qui a 200 personnes, plutôt retourner 400-500 policiers dans une unité spécialisée, parce que le principe des opérations, leur à vivre situation, c'est le principe de la masse. Si vous faites une opération, vous ne pouvez pas mettre 20 policiers en face de 100 personnes qui n'ont gang. Il faut mettre 300 policiers en fonction de 100. Parce que le principe, ça, c'est le principe de la masse qui fait que vous évitez justement collatéraux. Sixièmement, il faut tout policier, IRGPN, 4 teams, quitter un détachement, faire retourner dans la base. Septièmement, il faut une mise à jour de l'effectif du policier. Il y a un recrutement qui vous fait pour que la police arrive à 15 000 là. Et puis, il y a qu'à payer, c'est on a besoin de débloquer dans le budget. Et c'est ça qui est neuvièmement. Parce que je dis, si vous projetez à des élections et vous comptez sur force haïtienne, et il y a 12 000 bureaux de vote, vous avez 12 000 bureaux de vote, vous avez 12 000 policiers. Il faut qu'il y ait au moins minimum 15 000 qui en activité de service. Donc, il faut assainir la police. Il faut que nous contrôlions exactement combien de policiers qui étaient. Et puis, en utilisation rationnelle de 30 millions de gouttes qui débloquent pour CSPN chaque mois, ou un service d'intelligence qui est dans DCPJ, ou un service d'intelligence qui est dans le ministère intérieur, ou un service d'intelligence qui est dans la primature, ou un corps qui est débloqué. Et bien, il faut nous garder ça comme travail pour nous faire comme là, pour que nous puissions faire des opérations d'intelligence en vue des opérations policières. Et je dis, nous avons besoin, puisque opération policière, c'est 80% intelligence. Et en fin de compte, opération spéciale, il faut continuer. Ou pas qu'à faire opération spéciale dans la zone, ou faire un jeudi qui est 1er juillet, ou faire l'autre en 1er septembre, ou faire l'autre 2 octobre. Ou permettre à toute opération qu'on fait à l'IGATE, parce que pas gagner la consolidation des positions. Le collectif du 4 décembre a rencontré lundi le Premier ministre Ariel Henry. Lors d'une conférence de presse ce mardi, Jean-Robert Argan a affirmé que le chef du gouvernement lui a conseillé de regagner d'abord la confiance de la population et de faire ensuite des propositions de sortie de crise. Le coordonnateur général de collectif du 4 décembre exhorte pour sa part le nouveau Premier ministre à replâtrer son gouvernement. Nous lui avons dit qu'il n'y a pas de problème. Qu'au niveau du collectif, nous lui donnons notre appui. Notre appui dans la mesure où des conditions soient remplies. Nous avons dit d'abord que ceci demande au départ la mise en place de gouvernement de sauvetage national neutre, c'est-à-dire qui rencontre plusieurs regroupements, mais qui ne soit pas un gouvernement biaisé, un gouvernement dont, retenu par des ficelles tirées de partie ou de l'autre, un gouvernement neutre, un gouvernement de sauvetage national, parce qu'il s'agit de sauver le pays pour ce qui peut être sauvé. Deuxièmement, nous lui avons demandé pour accomplir cette mission-ci, il y a une affaire qui est extrêmement importante, c'est la mise en confiance. Parce qu'il n'y a qu'une confiance entre la population générale et les dirigeants. Et même entre les différents acteurs, il n'y a pas de confiance. Il y a une mise en confiance, il y a une faille colossale à ce niveau-là. Donc il faut la mise en confiance. Parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à évoluer. Après cette mise en confiance, il faut éliminer des irritants. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons dit, il est urgent, mais il faudrait que ce soit dans l'immédiat de procéder à un reformatage du cabinet ministériel, mais et de reprendre des gens qui répondent à des critères définis. Nous avons dit critères, intégrité, nous avons dit compétence, nous avons dit patriotisme, et non des gens que vous employez comme ministre
parce qu'ils sont de votre parti, ou bien parce que vous êtes en train de faire une tractation avec un autre parti, pour en fait, ça échange de valeurs. Non. On a dit que ce qui est essentiel et qui est important, il faut que le choix soit basé sur les critères et non sur les appartenances. Parce que cette personnalité peut sortir de n'importe quel parti ou de n'importe quel secteur, mais pourvu qu'elle remplisse, pourvu qu'elle ait ces critères, c'est la personne qu'il nous faut pour vouloir vraiment avancer vers ce changement. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution poursuit son travail. C'est ce qu'a fait savoir Louis Naupierre, l'un des membres de cette entité. Le sociologue a fait remarquer que le comité a pris en compte les nombreuses recommandations faites par divers secteurs de la vie nationale. Il annonce la sortie prochaine d'une nouvelle version du projet de constitution. Le Premier ministre Ariel Henry, docteur Ariel Henry, c'est que l'IT va manifester, en tout cas, conscience qu'il y a de problèmes de gouvernance. Donc, de ce point de vue, sur le contenu, sur l'objectif, sur l'orientation, il est d'accord. Et sur le référendum, parce que le référendum, c'est un exercice pour des populations, si que il est d'accord. Donc, sur le principe, il est d'accord. Maintenant, nous avons un texte, nous avons perdu un mois sur ce texte-là, parce que à cause de tout événement mois juillet. Donc, nous avons 2-4 semaines supplémentaires, mais nous allons essayer de finir ça avant, pour nous capables de rendre le texte-là, et en tout cas, l'exécutif-là, texte-là, pour que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont le charger pour la suite. Donc, est-ce que il y a une assurance que le référendum, il y en aura? Bon, et ça sont les réponses de politique, c'est-à-dire que le politique voit est-ce que tel acte et une majorité de la population qui pour ou contre. Donc, je pense que tout le monde qui pour que une nouvelle constitution, je pense qu'il faut qu'il mobiliser et pour que l'opinion capable conscient de l'enjeu et qui est capable de mobiliser pour que le référendum soit capable fait. Je dis à bon trois raisons qui fait que les citoyens ou citoyennes doivent voter texte si là donc ou bien une nouvelle constitution. Première raison, c'est que les retirent dans le chaos pour faire gouvernement. La justice qui est marine à les politiciens, les retirer ça. Et question élection qui est côté que il y a une anarchie là-dedans, question justice électorale, pas gain, une nouvelle justice électorale qui est là. Donc c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que Haïti est rentré depuis les années 80 et dans un cycle de mondialisation. Et que faut que nous-mêmes nous gonfler pour être nous, pour nous capables et respecter, adapter à des nouvelles exigences. C'est-à-dire que toute entreprise par nous, il y a en compétition. Alors c'est une opportunité, mais en même temps en compétition avec tout le reste du monde là. Donc maintenant, si que nous-mêmes nous pas gagnons un pouvoir exécutif fort qui est capable de soutenir une croissance économique, soutenir les entreprises et mettre en place des programmes de santé et de protection sociale et d'éducation pour que nous renforcer la croissance économique, eh bien, nous disparaître. Parce que la société haïtienne est déjà quasiment disparaître et comme nation, puisque à 80%, nous dépendons de l'importation, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, si vous regardez depuis 1993, les forces onusiennes toujours sur le territoire, là, et sous diverses formes. C'est-à-dire que nous avons des capacités, pouvoir pour nous capables d'autogérer. Notre souveraineté est en lambeau. Troisième raison. Troisième raison, c'est que c'est une question de dignité, parce que de fierté. Il faut que nous montrions, si une population est capable de faire indépendance, est capable de pousser, les notés indépendants, après il y a 7 ou 12 d'États qui existaient. Donc si une nation est capable de faire ça, et puis je dis à nous-mêmes comme génération, nous avons tout accès à la technologie, à l'éducation, nous avons qu'à gérer tête par nous, bon problème. Parce que c'est une question de dignité, de fierté et de fidélité à ça que cette nous a fait. Nous ne sommes pas obligés tout le temps à répéter, mais nous-mêmes nous n'avons pas dans l'histoire pour la nation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.